Bonsoir Frédéric Journès, vous êtes l'ambassadeur de France en Israël. Merci d'être notre invité ce soir sur BFM TV. Merci Alice Darfeuille. Première question, on entendait l'un de nos envoyés spéciaux, Maxime Brandstetter, dire qu'il avait pu échanger avec les habitants d'Ashkelon qui lui disaient qu'il sentait bien ce soir qu'il se passait quelque chose. Que se passe-t-il exactement ce soir précisément, monsieur l'ambassadeur? À quoi sommes-nous en train d'assister? Est-ce le déclenchement concret de la grande offensive annoncée par le gouvernement israélien au lendemain du 7 octobre? Bien écoutez, oui, je crois que les Israéliens nous ont informés un petit peu avant leurs annonces publiques du déclenchement donc, de cette deuxième phase. Il faut bien le comprendre, la guerre a commencé tout de suite. Dès le 7 septembre, Israël s'est mis en état de guerre. Donc ils ont rappelé tous les réservistes du pays. Il y a 350 000 soldats qui ont rejoint les positions de Tsahal. Moi j'étais dans le sud il y a quelques jours dans ces kibboutz martyrs. Et il y avait les chars de Tsahal, les troupes d'infanterie qui étaient là et qui étaient prêts. Donc nous ne sommes pas surpris de ce qui se passe. Nous savons que c'est cette phase difficile. Les Israéliens ont toutes les familles, les gens avec qui je travaille, les amis que j'ai commencé à me faire, ils ont un de leurs enfants, voire plusieurs, actuellement sur le front. Donc oui, c'est un moment très grave pour le pays. On savait que cette phase terrestre venait. C'est une guerre qu'Israël ne voulait pas faire. Personne, il y a 5 semaines, n'imaginait se retrouver au sol à Gaza. Et c'est un combat difficile. Nous disons aux Israéliens qu'il faut le mener dans le respect du droit de la guerre. Le droit humanitaire est très important. Les pertes civiles sont un sujet fondamental. Ils le savent, ils le comprennent. Ils sont en même temps dans leur légitime défense. Après cette attaque invraisemblable qu'ils ont subie le 7 octobre, une attaque barbare. Et les Israéliens, le peuple d'Israël, attendent son armée, attendent son gouvernement de pouvoir à nouveau dormir sans les roquettes. Je dois reconnaître que ce que nous avons vécu depuis 3 semaines, c'est difficile de se le représenter. Moi, je suis allé déjà 23 fois dans ces abris, parfois des abris de fortune. On court en laissant les voitures sur la route pour aller dans un abri, dans un immeuble ou chez nous. C'est une habitude que l'on ne veut pas garder. Ce que vous nous dites, monsieur l'ambassadeur, c'est que donc les canaux de communication se sont activés ces dernières heures, que vous avez reçu des informations. Et pardon, mais j'insiste sur les mots, puisque les mots ont un sens. Vous nous dites donc ce soir que ça y est, cette grande offensive terrestre est enclenchée. Pour vous dire les mots exacts qu'a utilisé Tsahal, ils ont dit qu'ils étaient entrés dans la deuxième phase de leurs opérations. Je ne sais pas comment ils sont organisés, mais c'est effectivement une phase où nous avons maintenant des combats au sol qui sont engagés. Il y avait eu des incursions de blindés ces derniers jours, mais là c'est apparemment quelque chose effectivement de plus important et que nous attendions objectivement. On le savait que cette phase au sol aurait lieu. Ça veut dire donc qu'il va y avoir plusieurs phases et qu'il faut qu'on s'attende à ce que cette réponse de l'armée israélienne monte encore en grade? Ça, je ne saurais pas vous le dire. En tout cas, ce qui est important, vous savez, aujourd'hui, et que nous disons aux Israéliens, les canaux ont toujours été ouverts, c'est que pour que leur victoire soit forte, il faut qu'elle soit juste. Donc, on apporte une attention absolument constante à la question du respect du droit de la guerre, ce qu'on appelle le droit international humanitaire, à l'accès humanitaire vers les populations civiles de Gaza qui souffrent et qui vont souffrir de manière extrêmement grave dans les semaines qui viennent. Donc c'est tout notre effort en ce moment de dire aux Israéliens qu'on aura aussi besoin d'avoir des pauses. On le leur a demandé pendant la visite d'Emmanuel Macron. On réinsiste dessus aujourd'hui pour permettre à l'aide. Donc vous le savez, la France prépare un avion avec une 50aine de tonnes d'aide médicale. On a un porte-hélicoptère qui a appareillé mercredi de Toulon, qui est équipé avec 2 blocs opératoires, tout ce qu'il faut pour pouvoir soigner des patients blessés dans Gaza, qui arrivera devant Gaza dimanche. Voilà, c'est conduire la guerre, mais conduire la guerre dans le respect du droit, dans l'attention aux civils. La légitime défense doit se faire aussi dans le respect des civils, et c'est ce que nous disons aux Israéliens.
Monsieur l'ambassadeur, le Hamas a multiplié les déclarations évidemment ce soir, juste avant le déclenchement d'intenses bombardements qui ont donc été menés dans le nord de Gaza par l'armée israélienne. Le Hamas conditionnait la libération des otages à l'obtention d'un cessez-le-feu. Est-ce qu'Israël a fait son choix ce soir? Comment intervenir, comme Israël est en train de le faire en ce moment, sans mettre en danger davantage les plus de 200 otages qui sont toujours aux mains du Hamas? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que cette question des otages, elle est également au centre des discussions que nous avons avec Israël, que tous les pays ont avec Israël. Nous avons 9 disparus. Alors, tous ne sont pas otages. Il y en a certains où nous ne savons pas où ils sont. Nous avons, pour l'une d'entre elles, une preuve de vie. Pour d'autres, nous avons des preuves qu'ils ont bien été enlevés à Gaza. Moi, ce que je fais, c'est mon travail avec mon équipe, c'est qu'on parle à ces familles. Vous savez, tous les 2 jours, moi, je suis allé les voir à 3 reprises. Le président les a vus, Catherine Colonna les a vus. On établit ce lien de confiance avec eux pour qu'ils sachent qu'on travaille. Et quand on aura des preuves de vie, quand on en a, on les partage avec eux. Par contre, on ne leur dit pas toujours comment on travaille. Alors, on a bien entendu ce que dit le Hamas et on sait que ces otages sont effectivement un morceau d'un chantage dans la guerre qui se déroule. Oui, il y a des moments où il sera nécessaire d'avoir des pauses. Emmanuel Macron l'a dit à Benjamin Netanyahou. Et la question des otages est une des questions pour lesquelles ça compte. Parce qu'on fait un travail diplomatique et politique. Le président a parlé avec l'émir du Qatar. On parle avec les Israéliens pour avoir des éléments précis, avec l'Égypte qui connaît des choses également de cet environnement. Et puis il y a le travail mené par les services secrets, dont c'est le métier. On ne dit jamais comment ils travaillent, mais c'est un travail très complexe et qui est évidemment au cœur de nos préoccupations. Je dois reconnaître, moi j'y pense tous les jours, parce qu'en plus, ces familles, je les ai vues, je connais leur visage, je connais leur inquiétude, et c'est vrai qu'on y pense tout le temps. Évidemment, mais l'armée israélienne sait qu'en procédant à ces bombardements intenses auxquels on assiste ce soir et à ces offensives terrestres élargies, elle met davantage en danger ces otages retenus par le Hamas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soir, à ce stade, à cette deuxième phase de l'opération, elle prend son risque? Je crois que l'armée israélienne est extrêmement consciente de cette question. Et l'opinion publique israélienne interroge énormément ses décideurs. Donc ils font attention. Et nous leur disons qu'il faut peser leurs gestes, peser dans leurs actes les différentes étapes qui vont suivre, de manière à prendre en compte, évidemment, la possibilité de libération de ces otages. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas plus d'éléments, mais je sais qu'ils l'ont à l'esprit. Le problème qu'ils ont, c'est de devoir opérer le travail militaire extrêmement difficile qui les attend en combat urbain face à un Hamas qui s'est enterré. Vous savez, ils ont creusé des centaines de kilomètres de galeries, parfois très profondes, sous Gaza. Donc c'est un combat très dur. Ils vont jaillir de tunnels dont les entrées sont dissimulées. En tenant compte de la question des otages, en tenant compte du besoin du peuple israélien de retrouver la paix et une vie normale, et en ne laissant pas les terroristes du Hamas continuer à avoir la capacité de nuisance dont ils ont fait la démonstration. Vous savez, on se sent tous, et on l'a exprimé politiquement, très solidaires de ce que le peuple israélien a subi le 7 octobre. Moi, je suis descendu dans le sud, puis j'ai eu des voisins, des gens qui m'ont raconté les histoires qu'ils ont vécues. Il s'est produit des actes de barbarie. On ne peut pas laisser le Hamas tranquille. Il faut lutter contre ce terrorisme barbare qui a mis en scène des actes de cruauté invraisemblables, et c'est notre responsabilité. C'est pour ça qu'on parle de droit humanitaire, on parle de la perspective politique, mais on parle aussi de sécurité à Israël. On va parler évidemment de la situation humanitaire et des déclarations du président de la République aujourd'hui, d'Emmanuel Macron. Mais un mot sur ce chiffre qu'il a donné aussi le président français. Il a parlé d'au moins 170 ressortissants français encore dans la bande de Gaza actuellement, qui seraient bloqués dans la bande de Gaza. Est-ce que vous avez des nouvelles de leur part? Est-ce que des communications ont été établies avec eux? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce soir? Oui, bien sûr. C'est effectivement le chiffre, hein, c'est 170 personnes. Ce sont mes collègues du consulat général de Jérusalem qui sont constamment en contact avec eux. Leur situation est parfois très difficile. Il y en avait qui étaient employés dans des agences des Nations Unies, d'autres qui vivaient ou qui étaient
de passage. On essaye de les conseiller, on essaye de les aider pour les faire sortir. C'est très compliqué. C'est également une des raisons pour lesquelles une pause, comme Emmanuel Macron l'a dit à Benjamin Netanyahou, puis d'autres pauses derrière sont nécessaires dans ce conflit. Pouvoir faire sortir les ressortissants étrangers dont les nôtres, faciliter la libération des otages pour lequel, on vous l'a dit, on parle avec certains pays qui, eux, ont des liens. On a eu des contacts avec le Qatar. Mais alors, précisément, Frédéric Journest, monsieur l'ambassadeur, précisément, oui. Comment les propos du président de la République, comment les propos d'Emmanuel Macron ont-ils été reçus sur place en Israël, alors que ce soir, Israël qualifie d'infamie la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU qui demande une trêve humanitaire, mais sans mentionner le Hamas? Alors, deux choses sur ce qu'a dit le président Macron. Emmanuel Macron est arrivé en parlant aux Israéliens sur 3 chapitres en parallèle. Un chapitre de sécurité pour leur dire le Hamas est une organisation terroriste. Nous avons eu l'expérience face à Daesh d'une lutte contre ce genre d'organisation et nous avons su le faire dans le respect du droit de la guerre et du droit humanitaire. Donc nous devons travailler ensemble pour contrer cette menace, mais le faire dans le respect du droit, on sait le faire. Donc on vous prend au sérieux. À côté de ça, parler de droit humanitaire et accès humanitaire, et puis parler de perspectives politiques. Et j'ai trouvé, par rapport à il y a 10 jours où ils étaient juste poussés par la rage et la colère, qu'on avait en face de nous des interlocuteurs israéliens qui réfléchissent, qui savent que ce combat au sol va être très difficile, qui savent que la réputation d'Israël est aussi en jeu sur cette question des civils, donc ils nous entendent. La résolution qu'il y a eu, je vous dirais, il y avait une résolution au Conseil de sécurité qui était poussée par le Brésil, qui était sans doute un meilleur texte. C'est dommage qu'elle ne soit pas passée. Nous avions voté pour. Il y a eu ce texte aujourd'hui. Il y avait un amendement qui était proposé par le Canada pour avoir une mention plus explicite, plus directe du Hamas. L'idée d'avoir une trêve, nous avions plutôt utilisé le terme d'une pause. Elle fait partie de la logique d'un combat. Quand vous menez une guerre de légitime défense dans le respect du droit, il y a des moments où vous faites des pauses et des interruptions du feu pour permettre, une fois encore, l'arrivée de l'aide. Je vous ai dit, cette aide française du bâtiment amphibie Tonnerre qui va arriver dimanche. Toute l'aide humanitaire alimentaire, elle doit continuer pour protéger au maximum les civils. C'est comme ça qu'Israël mènera une guerre juste et qu'il aura une victoire d'autant plus forte. Sauf que pour l'instant, et du moins ce soir, ce que l'on constate, c'est que cette trêve, cette pause, quel que soit le mot, n'est pas du tout d'actualité. Je crois qu'il faut qu'on travaille sur des objectifs réalistes et qu'en même temps, on affirme des principes. Donc on doit constamment dire que des pauses, des trêves sont nécessaires et qu'évidemment l'objectif est à la fin d'arriver à un arrêt des combats. Mais nous, dans ce que nous disons en même temps, y compris dans nos explications de vote aux Nations Unies, c'est n'oublions pas le droit d'Israël à se défendre, la légitime défense, car Israël est en légitime défense, et notre solidarité avec le peuple israélien face au terrorisme. Donc c'est compliqué. Vous savez, cette guerre ne va pas durer 3 jours. C'est une phase très très difficile pour Israël. C'est une catastrophe pour le peuple palestinien que le Hamas entraîne dans cette boucherie dont personne ne voulait. Une fois encore, personne n'imaginait la guerre à Gaza il y a 5 semaines. C'est le Hamas qui, par les attentats terroristes monstrueux du 7 octobre, nous a amenés là. Et précisément sur la suite, à très court terme, vous nous avez confirmé ce soir que vous aviez eu l'information que la réponse de l'armée israélienne entrait dans sa deuxième phase. Ce sont donc les mots, les termes qui ont été employés. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire combien de temps cette phase est censée durer? Est-ce que ça va durer une nuit? Est-ce que ça va durer plusieurs jours? Est-ce qu'on parle de plusieurs semaines? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur la suite? Je n'en ai pas. On n'a pas ce genre de partage. Il faut juste se représenter que les attaques qui sont en cours en ce moment, donc au sol, concernent la zone nord de la bande de Gaza. Vous êtes dans un site urbain qui est dense. Ça ne va pas se faire en une seule nuit. Ce qu'il y a de très important, je le répète,
c'est que nous restions en permanence en dialogue avec Israël pour aider Israël à réfléchir dans ses choix de défense. Oui, il est en légitime défense, et oui, c'est un pays libre, c'est un pays démocratique, il doit respecter le droit, il doit penser aux populations civiles, c'est aussi comme ça qu'il gagnera. Maintenant, vous dire si ça va durer 3 jours, 3 semaines, honnêtement, ou plus, honnêtement, à ce stade, il est trop tôt pour vous le dire. Monsieur l'ambassadeur, Laurent Saïm veut vous poser une question. Monsieur l'ambassadeur, Marc Regev, qui est un des conseillers les plus proches de Benjamin Netanyahou, commence à dire à la presse américaine plusieurs choses. Et je voulais avoir votre réaction sur ce qu'il vient de déclarer à nos confrères à la fois de Fox News et de l'agence Reuters. Je rappelle aux téléspectateurs, Alice, que Marc Regev, c'est un stratège extrêmement fin qui travaille avec Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, et qui était en charge en 2014 de l'opération israélienne à Gaza et de l'offensive terrestre qui s'était passée en 2014 à Gaza. Monsieur l'ambassadeur, Marc Regev vient de dire donc quand ce sera terminé, Gaza sera très différent. Quelle est votre réaction et qu'est-ce que ça veut dire Gaza sera très différent? Je crois qu'il y a eu une erreur fondamentale dans la gestion de Gaza qui a été de laisser le Hamas tenir en otage et dans l'intimidation ces gens, tout en exerçant ce blocus, qui était une très mauvaise idée. Vous savez, un blocus, d'abord, c'est contraire au droit humanitaire. Vous ne pouvez pas priver les gens de leur accès à une vie normale. Mais ces gens étaient prisonniers. Moi, j'ai sympathisé, j'habite dans le quartier de Jaffa, c'est un quartier mixte, il y a un mélange de population juive, de population arabe israélienne. Un de nos voisins commerçants, il est gazaoui dans sa famille et il me dit, sa sœur est sur place, elle lui dit mais on est pris en otage par ces gens, ils sont terrifiés par tout ça, donc on doit avoir à cœur la vérité que les civils de Gaza aujourd'hui sont bloqués, sont piégés dans la guerre que leur impose le Hamas et qu'il faut que Gaza derrière puisse trouver une gouvernance normale. Et ça, c'est quelque chose auquel il faudra travailler. Monsieur l'ambassadeur, ce qui est important, c'est qu'on réfléchisse à l'avenir. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi simplement, pensez-vous réoccuper Gaza? Alors attention, oui, non, mais c'est si. pas moi, hein, c'est. Bien sûr, mais Marc Regev, selon cette déclaration, n'a, à mon avis, aucune intention. Non, Israël ne veut pas réoccuper Gaza. Ça, je n'y crois pas du tout. Personne ne le veut. Israël s'est désengagé de Gaza en 2005. Ils ont choisi de ne pas y garder d'implantation parce que c'était complètement irréaliste. En revanche, ce qui a été erroné, c'est d'avoir une gouvernance par un mouvement terroriste qu'on a laissé se fortifier à l'intérieur de ce territoire. Donc je crois qu'il faut repenser à une administration palestinienne légitime, mais ça, ce sera au peuple palestinien d'en décider. La Palestine a des aspirations légitimes, il ne faut pas l'oublier, donc elle doit pouvoir choisir par elle-même, et on y viendra. Ce que je trouve important dans ce que vous signalez de ce message de Marc Regev, c'est qu'Israël soit capable aussi de se projeter vers l'après, qu'on ne soit pas dans ce mur de l'instant et de la rage. Et ça, c'est important, ça nous donne des chances d'être entendus sur la nécessité de la prise en compte des questions humanitaires, d'avoir les pauses pour que les vivres arrivent, pour que les soins arrivent et que les civils de Gaza ne subissent pas de manière disproportionnée les horreurs de la guerre que nous vivons tous. En attendant que les soins et les vivres arrivent, quel est l'objectif principal de la deuxième phase de cette opération auquel on assiste ce soir? Est-ce qu'on assiste à des frappes ciblées? Et si oui, sur quel site? Avez-vous des informations à ce sujet? Je ne saurais pas vous le dire. Je ne suis pas un expert militaire. Je suis dans mon rôle de diplomate. Et les Israéliens n'ont pas explicité leur but de guerre. Ils ont dit dans leur communiqué qu'ils les avaient. Ils les ont déterminés. Donc ça, c'est important. C'est que une armée doit savoir qu'est-ce qu'elle va faire quand elle s'engage sur un terrain. Nous le comprendrons à mesure que le combat avance. Ce qui me paraît très important, c'est d'être dans des choses réalistes. Le sujet, c'est que le Hamas soit hors d'état de nuire, ne soit plus en état de tirer des roquettes comme il le fait de manière incessante sur tout Israël depuis maintenant 3 semaines. Enfin, j'ai l'impression que ça a duré des mois, hein, parce que
c'est une vie très intense. Il faut se représenter, votre reportage le montrait tout à l'heure, ce que c'est que d'aller courir dans ces abris en permanence, d'entendre ces détonations tous les soirs. Mais je veux dire aussi que même à Tel Aviv, on est à 80 km, mais quand le vent porte le son, on entend ces grondements de l'artillerie. Et je pense aussi, je n'y suis pas indifférent, aux civils de Gaza qui sont sous ce feu en ce moment. Une question d'Ulysse Gosset, monsieur l'ambassadeur. Oui, bonsoir monsieur l'ambassadeur. Sur la place de la France, on a vu que le président de la République cherchait une position d'équilibre en apportant le soutien de la France à Israël, mais en demandant une solution notamment de 2 États. Est-ce que cette position est audible aujourd'hui en Israël? Est-ce que la France peut se faire entendre ou est-ce que c'est un peu vain compte tenu de ce qui se passe, notamment à Gaza avec ces raids, ces interventions massives? Est-ce que la France est audible aujourd'hui? Ben écoutez, Ulysse Gosset, je pense que oui. Oui, ils nous ont entendus. Vous savez, quand vous parlez à des amis, vous ne leur dites pas uniquement les choses qui les arrangent. Il faut aussi dire des choses qui sont vraies. Et je crois que la France est crédible parce que sur cette question-là, on a été très constant. Même à des moments où tout le monde se disait on n'y croit plus. Etc. Et là, ce qu'on se dit brutalement, c'est que cette question, elle ne pouvait pas disparaître. J'avais dit chez vos confrères d'I24, il y a quelques semaines, avant tout ça, c'est pas parce qu'on n'a plus envie de parler d'un problème que le problème a disparu. La question palestinienne, les aspirations du peuple palestinien, il faut qu'on les traite. Et je trouve qu'Emmanuel Macron a très bien fait de parler aux Israéliens, mais vraiment en les abordant sur les 3 choses à la fois. Votre problème de sécurité, il nous concerne aussi. Ce que fait le Hamas, la lutte contre le terrorisme, ça nous concerne. Les accès humanitaires et le respect du droit de la guerre, et une perspective politique. On doit être sur différents temps. Et en faisant ça, on les aide à réfléchir, on les aide à sortir de l'instant. Donc, ils nous ont écoutés. Ensuite, tout n'est pas possible. Tout de suite, il faut aussi que les responsables palestiniens, l'autorité palestinienne, se réengagent dans quelque chose et qu'on se rende bien compte lucidement que ce qui vient d'arriver est aussi une catastrophe pour les Palestiniens. C'est vraiment très très grave pour eux. C'est pas du tout un atout. Et surtout qu'on se redise, le Hamas, c'est pas la Palestine. Et qu'on arrive ensuite, effectivement, à réfléchir à une perspective politique. C'était il y a 30 ans, je me souviens de cette formule qu'avait eue Yitzhak Rabin qui disait il faut combattre le terrorisme comme s'il n'y avait pas de perspective de paix et il faut poursuivre une perspective de paix comme s'il n'y avait pas le terrorisme. Je crois qu'il faut avoir ce combat. J'ai repensé à cette formule d'Yitzhak Rabin parce que j'étais allé voir l'endroit où il a été tué il y a quelques semaines. C'est pas forcément l'état d'esprit de la majorité politique en Israël aujourd'hui, et Israël pour l'instant est dans sa défense, mais il faut à un moment donné repenser à la dimension politique, et je trouve qu'Emmanuel Macron a été courageux de le faire et que la France a été courageuse de le dire assez constamment, calmement, et que oui, une fois que cette phase militaire sera terminée, il faut y penser. Dernière question, monsieur l'ambassadeur. Cette réponse israélienne a suscité plusieurs manifestations dans des pays arabes, au Liban notamment. Des manifestants ont voulu exprimer leur désapprobation. Ce soir encore, il y a eu des manifestations, et là, c'était en Cisjordanie, en territoire israélien. Des Palestiniens ont manifesté en soutien à Gaza, alors que les frappes militaires étaient en train de s'intensifier. Votre sentiment sur ces manifestations auxquelles on assiste ces derniers jours? Et là, j'ai vraiment envie de vous entendre, vous, et de ne pas entendre le son de cloche du gouvernement israélien. Est-ce que vous, en tant qu'ambassadeur de France en Israël, ce risque de contagion à l'échelle régionale, il vous inquiète? Alors, je vais vous parler d'abord des gens. Ce qu'il faut comprendre, vous savez, moi, je le découvre en découvrant ce pays, où je suis arrivé il y a quelques mois. C'est tout petit ici. Ces gens se connaissent, les familles sont liées, les familles de Gaza, ils ont des cousins qui habitent à Jaffa, et ils ont des cousins qui habitent à Jérusalem ou ailleurs. On est vraiment dans un tout petit territoire, ça fait la taille d'un département français, le cœur d'Israël. Donc évidemment que les Palestiniens se sentent extrêmement émus en Cisjordanie de ce qui se passe à Gaza, et c'est la même chose chez beaucoup d'Arabes israéliens qui sont très inquiets pour leurs cousins, pour leur famille. Et il y a derrière une émotion dans le monde arabe. Alors, les Israéliens sont très très conscients de ça.
Ça, ils y font très attention. Ils n'ont pas envie de nouvelles guerres. Une fois encore, ils n'imaginaient pas un seul instant, il y a un mois, quand je parlais avec eux, se retrouver engagés dans une guerre contre le Hamas. Ils pensaient avoir trouvé un équilibre. Ils avaient développé le nombre de permis de travail qui permettaient à des Gazaouis de venir travailler en Israël. Ce qui est terrible, c'est que dans ces kibboutz, vous savez, qui ont été martyrs, moi j'en ai visité 2, ils employaient des gens de Gaza, ça leur donnait du travail. C'était des pacifistes, c'est les vieux kibboutz de la gauche des débuts d'Israël, avec des drapeaux de la paix sur les maisons qui ont brûlé. Vous avez parfois certains de ces civils qui ont donné des indications aux terroristes qui savaient où ils allaient. Donc les Israéliens sont choqués par ça. Donc ils n'ont aucune envie de voir un nouveau front s'ouvrir, que ce soit au Cisjordanie ou dans le Nord. C'est pour ça qu'ils sont à l'écoute. C'est pour ça que nous avons une capacité, nous Français, mais aussi d'autres pays qui sont à l'écoute d'Israël, qui sont, une fois encore, je le dis, solidaires face au terrorisme et à l'attaque qu'ils ont subie, qui respectent le droit à la légitime défense. À cause de cette préoccupation qui est très sérieuse pour les Israéliens, on peut aussi se faire entendre et avancer des propositions. Et je crois que la France a plutôt été à sa place et dans son rôle là-dessus au cours des dernières semaines. C'est pas toujours facile, mais il faut le faire. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, Frédéric Journes, d'avoir été ce soir avec nous sur BFM TV.